Bon, on y va? Ouais, tu commences comme tu veux, saison. Bah, j'y vais. Allez. Et c'est la saison 2 de Y'a pas que la data qui va se passer en vidéo. Et aujourd'hui, on est en direct de Montréal. Je suis toujours accompagné de Thomas Memoun, mais cette fois en physique, en chair et en os. Il n'est pas simplement remote. Et aujourd'hui, avec Tariq Agday, qui est cofondateur de SportsAI. Et bien, bonjour. Bonjour. Salut Tariq. Bonjour à vous. Salut Thomas. Salut Pierre, ça fait longtemps. Ça te fait bizarre, hein? Un peu. Ah ouais, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Tariq, bah, du coup, est-ce que tu peux peut-être te présenter, toi, d'où tu viens, quel est un petit peu ton parcours? Parce que je crois que tu as un parcours assez atypique. Mais de toute façon, maintenant, tout le monde a un parcours atypique. Ça devient typique de dire atypique. Bah oui, exactement. Donc, je suis originaire de Montréal. Parcours, oui, assez atypique parce que je suis surtout dans le foot et assez jeune. Donc dans le ma foot, Ouais. le football américain ou le vie. soccer ou Non, le soccer. Ouais. On est en Nord-Amérique, donc le soccer. Ouais, le soccer, Ce exactement. qu'on appelle, nous, le football Exactement. en Europe, quoi. Ouais, exactement. Famille super fan de foot. Donc, ça prend une tournure assez sérieuse très jeune. Donc, à partir de 12-13 ans, je rentre dans l'équivalent d'un centre de formation qu'on peut retrouver en France. Donc, Complète. ouais, donc, Entraînement, compète, ouais, entraînement. exact. C'était parfois 2 fois par jour, dès l'entrée au secondaire, donc à 13 ans. Donc, très, très sérieux au niveau du foot et l'école, en fait, pardon, prend un peu le bord à mes 16-17 ans. Donc, je me concentre vraiment sur le foot pour revenir ensuite à l'école un peu plus tard. Donc, j'ai raccroché mes crampons assez rapidement. Comment vous en arrivez justement à créer SportsAI, votre entreprise actuellement? Alors, en fait, le cursus il est assez long. La réflexion, elle est longue parce que je pense que comme tous les entrepreneurs, tout part d'une frustration. Ouais. Et je me rappelle en fait comme si c'était hier, et je le mentionne souvent, quand je jouais en équipe réserve au CF Montréal, on avait l'entraîneur adjoint Nicolas Gagnon prenait des statistiques manuellement pendant les matchs. Il s'appelait Gagnon. Ouais, Nicolas Gagnon. C'est bien pour un entraîneur de Ouais. foot. Excuse-moi, hein, parce que je trouve ça quand même génial. C'est vraiment un type super sympa. Donc, Tu l'as pas perdu de vue? non, c'est rendu. Excusez-moi pour le jeu de mots, je suis désolé. Il fallait que je la fasse. Non, c'est rendu un spécialiste des jeux arrêtés au foot, donc son nom ressort souvent. Mais pour la blague, en fait, c'est qu'il prenait des stats manuellement pendant les matchs. Ouais, voilà. Bloc-notes et tout, Bloc-notes, Big 4 couleurs. Et je me disais, moi qui étais fan de data. Après, ça marche, hein? Ouais, ça marche, mais il y a de la perte. Il y Mais c'est a quoi? beaucoup de Il- pertes. Il a un chrono à côté, Ça scale pas, quoi. Ouais, non, exact, ça scale pas du tout. Non, en fait, c'était quelques métriques Ok. que l'entraîneur principal voulait avoir. Donc, tu sais, je veux dire, il y a des limites quand même à ce qu'on peut faire manuellement. Bah, t'as juste 2 mains, un stylo, Exactement. 4 couleurs. Et 11 Exactement. joueurs. Il y a surtout 11 joueurs sur un terrain. Exact. Enfin, 22 en l'occurrence. Ouais, exact. Donc, c'est assez limité. Ok. Et je me suis dit, en fait, on pourrait tellement faire mieux. Et moi, à l'époque, j'étais quand même assez timide. J'allais pas voir l'entraîneur pour avoir du feedback. Donc, je me positionnais beaucoup par rapport à ces datas-là. Et bon, je me disais, bon, il y a clairement mieux à faire. Et quand on voyait chez les pros, ils avaient des outils quand même assez développés. Ok. Et en fait, la marge entre, on va dire, le monde amateur et le monde semi-professionnel et le monde pro, elle était énorme. Donc, je me suis dit, il y a clairement quelque chose à faire. Donc, je garde cette idée en tête. Et en fait, plus j'avance dans le cursus de Polytechnique Montréal, je me rends compte que travailler pour les grosses techs, c'est vraiment pas pour moi. Ok. Pourquoi, du coup? J'étais vraiment un passionné de sport. Donc, travailler pour un Google, un Meta ne m'intéressait pas particulièrement. Ok. Surtout qu'en fait, t'as pas vraiment le contrôle sur l'orientation de l'entreprise. Google, c'est assez quand même intéressant parce qu'ils ont des projets à l'interne qui se créent. Je sais pas si c'est encore le cas, mais à Sur le l'époque, ils sport. avaient, Ouais. que ce soit sur le sport ou
par exemple, Google Maps, à la base, c'était un projet d'employés à l'interne. Mhm. Ok. Avant, ils avaient une politique, une journée par semaine, les employés pouvaient se regrouper en petites équipes et travailler sur un projet qui les intéressait. Et c'est comme ça que Google Maps a vu le jour. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Gmail aussi. Ouais, probablement Gmail, mais Ok. Et YouTube aussi. ouais. Donc, tous les plus gros exact. services de Google sont sortis de ce genre d'initiative. Je pensais que YouTube c'était Et je sais pas des si- développeurs externes et qu'ils ont racheté par la suite, mais bon. Non, je crois pas. Mais enfin, la plupart des gros projets blockbusters de Google, ils sont sortis de ces 20% de temps alloué Exact. aux salariés pour travailler sur des projets qui sponsorisent ensuite en interne. Et à partir d'un certain moment, quand le projet atteint une masse critique suffisante, c'est-à-dire que du coup, il a de la traction en interne, ils mettent du budget dessus, ils continuent à le développer, puis ensuite, ils le sortent en bêta, etc. Exact. Donc, en fait, je me voyais pas faire ça. Ouais, je comprends. Parce que j'avais une vision. Surtout que tu as terminé tes études il y a 3-4 ans, tu expliques? Ouais, exact. Donc, À la fin du Covid. Fin Ouais, Covid. exactement. Ouais, Exactement. une période spéciale. Et en fait, il y avait des opportunités à l'école pour présenter ça s'appelait stage entrepreneurial. Ok. Donc, on avait, avec Imran, mon cofondateur, on avait l'opportunité de présenter un projet et de travailler dessus tout un été avec l'accompagnement au niveau de l'entrepreneuriat et d'avoir du support financier aussi. Et que ça compte aussi comme un stage obligatoire Ok. dans notre cursus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, on va l'essayer. Et on a eu énormément de traction à la suite. Donc, pour moi, c'était clair. Je finissais l'école et j'allais me lancer là-dessus. Ok. Et sur le football, personne n'a dit ça serait peut-être mieux de faire du hockey ou du. Oui. Et c'est là où Ok. le fait que je sois borné nous a aidés. En fait, c'est que la particularité du sport et en fait le mélange entre la tech et le sport, c'est que c'est des domaines vraiment nichés. Donc, il faut avoir des connexions pour commencer. Il faut qu'on ouvre les portes de ce monde-là qui est quand même assez fermé. Nous, on s'est dit, d'un point de vue technologique, le plus complexe, c'est le foot. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs et l'action ne s'arrête pas sauf à la mi-temps. Contrairement au hockey, au basketball, au football américain, l'action s'arrête. Donc pour nous, pour pouvoir offrir des services en live, c'est beaucoup plus complexe de le faire au niveau du foot. Ensuite, on s'est dit, d'un point de vue business, c'est le sport le plus populaire au monde. C'est lui qui a le plus gros volume de part d'affaires. C'est énorme. Quand on compare les ligues, juste la Premier League, les gens pensent que la NFL avec son Super Bowl, c'est le plus gros visionnement. Pas du tout. Pas du tout. C'est un derby. C'est limite un derby en Premier League. On parle même pas des visionnements en Coupe du Monde ou en Champions League. Ça n'a rien à voir. Ah, ok, je m'en rendais pas du tout. Non. Les gens ont cette vision-là en Amérique du Nord et peut-être un peu en Europe, mais le foot est énormément regardé. Donc on s'est dit, d'un point de vue technologique, c'est plus intéressant pour nous de faire le plus dur en premier. Ensuite, d'un point de vue business, avec mon parcours, on pouvait tester des choses rapidement. Il y a une expertise. Exact, avec les connexions qu'on avait ici. Et j'avais vu le besoin de mes propres yeux. En fait, je l'avais vécu en tant que joueur et après en tant qu'entraîneur. En fait, le besoin était flagrant. Donc c'est pour ça qu'on s'est concentré dans le foot. Justement, alors, on en parle, Sport CI, c'est quoi le produit? C'est quoi le pitch? C'est transformer le vieux calepin de Monsieur Gagnon en un tableau, récupérer la data. Et quel type de data? Voilà, parle-nous-en un petit peu de cette connexion entre données fonctionnelles, sportives, là le foot, et data et problématiques techniques finalement. Alors le pitch, il est simple, c'est permettre aux athlètes et aux entraîneurs d'analyser leurs performances en temps réel. Okay. Donc il y a cette première facette-là. Et en fait, c'est tout simplement aider tous les entraîneurs, que ce soit l'entraîneur principal ou l'analyse vidéo, à pouvoir sortir des datas assez rapidement après un match. Aujourd'hui, une analyse vidéo, s'ils veulent le faire manuellement, ça va lui prendre entre 6 à 8 heures. Donc nous, tout ce qu'on a besoin... C'est-à-dire, tu prends les vidéos de visionnage d'un entraînement ou d'un match, etc. Et tu viens regarder pendant 90 minutes la durée d'un match tel ou tel joueur, etc. C'est ça? En fait, ce qu'ils font, les analyses vidéo, c'est qu'ils vont revoir le match par la suite et ils vont le coder. Donc, ils vont taguer les séquences vidéo qui leur intéressent et ce processus-là prend entre 6 à 8 heures. Okay. Ça prend beaucoup de temps. Nous, ce qu'on propose, c'est en fait, envoyez-nous la vidéo et si c'est en temps réel,
on le fait pendant le match. Et si c'est pas en temps réel, ben, en l'espace de quelques heures, 2-3 heures, ben, le match il est découpé pour l'équipe, pour les joueurs aussi d'un point de vue individuel. Et les datas sont créées par la suite. Après, il y a différentes métriques qui intéressent les entraîneurs et notre gamme de métriques grandit constamment. Mhm. Mais on va retrouver autant les statistiques de base comme les passes réussies, les duels, les pertes de balles, les récupérations, comme certaines choses assez technico-tactiques, par exemple la réaction à la perte de balle. Donc ça, c'est quelque chose que les entraîneurs ont du mal à trouver chez nos concurrents. Donc on perd le ballon et comment on réagit à la suite. Est-ce qu'on est en contre-pressing? Est-ce qu'on se repositionne en bloc? Ou est-ce qu'on marche comme Messi, quoi? Ouais, exactement. On l'a celle-là en plus. Et honnêtement, tu m'as sorti les mots de la bouche parce que on l'a. C'est une métrique qui s'appelle le no reaction. Le marcheur. Ouais, exactement. On est capable de le détecter. Et tout ça se consomme sur notre application qui s'appelle PlayLab. Ok. Et concrètement, comment ça se passe? Comment ça marche à l'intérieur? C'est quoi la... Alors, beaucoup de computer vision. On a encore de l'intervention humaine parce qu'on veut que les datas soient le plus proche possible du 100% de précision. Mhm. Il y a des concurrents qui le font qu'avec du IA, mais avec énormément de pertes. Nous, ça ne nous intéresse pas parce que nos clients ont certaines demandes. Et le processus est simple. On reçoit la vidéo du match, on va détecter les joueurs et les taguer donc, avec leur numéro de maillot. On va détecter le ballon et ensuite on va faire ce qu'on appelle la détection d'événements. Mhm. Donc tous les événements du match, on va réussir à les détecter, les passes, les tirs, les centres, qui était en possession du ballon, est-ce que c'est l'équipe A, l'équipe B. Et à la fin, on va dresser la liste de ces événements-là et on va les corréler ensemble pour savoir, en fait, pour soutirer toutes les datas du match. Donc après, il y a différentes visualisations de données qui sont utilisées sur l'application pour permettre aux entraîneurs et aux joueurs qui n'ont pas cette expertise nécessairement pour pouvoir lire des Excel énormes pour que ce soit digérable, en fait, tout simplement. Donc visualisation de données et une application front-end qui permet de comprendre le tout assez rapidement. Et vous mettez complètement de côté aujourd'hui l'IoT, donc les objets connectés. Les joueurs n'ont plus besoin d'avoir des objets qui permettent de les traquer à travers le temps, c'est ça? Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, il y a un IoT qui est énormément utilisé au niveau du foot, c'est les GPS. Et l'avantage de ces GPS-là, c'est qu'on arrive à avoir des données physiques. Donc tous les joueurs ont un GPS sur eux pendant les matchs ou juste pendant les entraînements? Les deux. Okay. Alors, dépendamment du budget des équipes, ils sont assez dispendieux. C'est quelques milliers de dollars donc, par année. Pendant les matchs de foot qu'on voit à la télé, ils peuvent avoir cet objet sur eux? Exactement. Ils sont autorisés par la FIFA. Ah ouais? Et ça permet d'avoir énormément de choses. Et donc, par exemple, la distance parcourue, l'accélération des joueurs, les battements par minute aussi. Donc, ça permet de traquer pas mal de données. Les préparateurs physiques les utilisent. Mais il est où l'objet? Alors, c'est une brassière. C'est une brassière en dessous des maillots. Okay. Et le GPS, en soi, il est tout petit et il est dans une petite pochette à l'arrière à l'arrière de la brassière. Et on travaille sur une manière de remplacer ces GPS parce qu'ils sont assez dispendieux. Et moi, je me souviens, en tout cas, quand je les portais, ça me gênait. C'est cher? Ouais, c'est quelques milliers de dollars, en fait. Oui, et ça, c'est que pour les matchs. Et si on rajoute les entraînements, parce qu'il y a la facette hardware, mais il y a aussi Ouais, et puis après, il y a la maintenance, et puis il y a le software qui va avec. Exactement. Exactement. Donc, comme tous les IoT. Et on est en train de voir, en fait, pour remplacer ça par du computer vision pur. Donc, avec la vidéo seulement, de pouvoir, vu qu'on tag déjà les joueurs, de pouvoir estimer, en fait, leur distance parcourue, l'accélération. Donc, d'avoir les mêmes données, mais qu'avec la vidéo. Je change peut-être rapidement de sujet, juste pour ma culture. Et ces données-là, elles appartiennent à qui? À la FIFA, à la fin? À l'équipe de foot? À l'équipe. Elles appartiennent à l'équipe. La FIFA, non, elles sont... Non, la FIFA n'intervient pas dans ces... Donc, chaque équipe a ses données. Exact. Qu'elle peut revendre, elle en fait ce qu'elle veut. Alors là, on rentre dans une... Ouais, non, c'était juste pour ma culture, là, ça se trouve... Ouais, c'est super intéressant, parce que dans un monde où... là, on parle de données, tu vois, les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui dit si tu payes pas un service, c'est que c'est toi la donnée. C'est que c'est toi le produit, en fait. Exact. Et là, pour les joueurs de foot, on pourrait se dire à qui appartient cette donnée? Aux joueurs, aux clubs,
Cette donnée, elle peut valoir un coût, elle peut avoir un coût et une valeur incroyable dans le cadre des transferts, des mercatos, etc., etc. Donc on touche à un vrai sujet qui est le big data pour le sport finalement, et la data pour le sport. J'y pense, je monte ma montre, mais en fait finalement ça a commencé avec ça. C'est-à-dire que si tout le monde aussi a des smartwatches ou des choses comme ça, finalement tu peux avoir de la data ultra précise en fait. C'est vraiment un enjeu en ce moment et les joueurs commencent de plus en plus à se conscientiser que en fait, leurs données sont importantes et la protection de données est vraiment un sujet, je pense, qui sera au cœur des discussions Ah ouais? avec les syndicats des joueurs bientôt parce que effectivement, aujourd'hui, on voit Kevin De Bruyne qui embauche une boîte à l'externe. C'est qui ce monsieur? Alors, Kevin De Bruyne, c'est un des plus grands joueurs de foot en ce moment, Ok. joueur belge, Ok. peut-être le meilleur joueur belge en ce moment. Il joue avec Manchester City. Et en fait, ce que sa dernière négociation, oui, c'est ça, sa dernière négociation de contrat s'est fait à travers des datas qu'il a lui-même soutirées à l'aide d'une boîte. Donc, c'était pas les données prises par son équipe. Et en fait, il a fait son étude et il a vu en fait se comparer avec les autres joueurs qui jouent au même poste. Ah, wow, et, ok. et en fait, moi, je pense que c'est l'avenir. Donc en fait, en fait, donc le gars négocie son transfert parce qu'en fait, il a des données qui lui permettent de dire non mais attends, moi je suis meilleur qu'un tel, ou un tel s'est négocié tant, donc Exactement. moi qui suis normalement meilleur. Donc en fait, on est là-dedans en fait. C'est pas de Exact. l'esprit, Donc en c'est fait, pas on de est l'esprit sur d'équipe. de l'OKR ou de la métrique. Là où un commercial, il va avoir de la métrique, c'est quoi ton nombre de deals, c'est quoi ton Exactement. nombre de nouveaux clients, machin, etc. Là, finalement, pour le sportif et pour le joueur de foot, c'est quoi ton taux d'accélération, c'est quoi ta vitesse de réaction là Exact. comment tu disais, ouais, toutes ces datas. Toutes ces datas, parce qu'en fait, et surtout un athlète de haut niveau, sa carrière, elle est très courte. Donc, elle est grand maximum 15-20 ans. Dans Ouais. la vie d'un homme ou d'une femme, c'est très Ouais. peu. Donc, on veut maximum. 35 ans pour Wayne Rooney. Ouais. Mais effectivement, Lui, c'est un ovni. Lui. Ouais, exactement. Mais Cristiano, je pense que ça fait plus de 20 ans qu'il joue. C'est énorme. Mais effectivement. Donc, au départ, je te coupe au départ pour recentrer un peu le sujet. Au départ, ils avaient des devices. Ils en ont encore. Ils en ont encore. Exact. Mais en fait, votre système, c'est de dire aujourd'hui, on arrive à un niveau de computer vision et d'analyse qui est suffisant pour, en tout cas, se passer pour la plupart des datas de ce device. Mais il y a évidemment tout un tas de datas que tu n'auras pas, c'est les datas biométriques. Parce que celles-là, on ne peut pas les avoir par computer vision. On peut pas les avoir. On est d'accord. On est d'accord. Effectivement, on peut pas les avoir, mais au moins, ça permet de. Tout ce qui est accélération, vitesse, réception, Exactement. passe, centre, tir raté, tir réussi, etc. quoi. Exactement. Donc, à Les part données de jeu, finalement. les données de jeu, puis en fait, à part le biométrique, là où ça devient très poussé et très personnel Eh ouais. aux Là, c'est joueurs. touchy, ouais. Et effectivement, c'est. Donc, on le sait, un joueur, quand il signe dans une nouvelle équipe, il passe des tests médicaux. Donc, on veut savoir si son cœur porte des défaillances. Donc, effectivement, le côté biométrique reste un aspect important. Mais là où ça devient cohérent, c'est par exemple un joueur qui sort d'une académie où on n'a pas nécessairement les fonds pour avoir des GPS à chaque entraînement, chaque match. Là, au moins, on pourra avoir un certain nombre de données physiques qui pourront nous tout simplement dresser un portrait qui est plus complet du joueur, qui n'est pas juste technico-tactique. Donc finalement, pour adresser, parce que là, j'ai l'impression que si on regarde d'un point de vue marché, tout ça a l'air d'être une espèce d'économie de traîne, tout le haut du panier, les très très forts joueurs, les internationaux, etc. Tout ça, c'est déjà pris par des grosses boîtes, par des devices, pignon sur rue, des systèmes ultra chers, etc. Mais en fait, tout cet autre marché du semi-pro, amateur, etc., je ne connais pas exactement les termes, mais finalement, les 80% du marché, des gens qui n'ont pas d'argent ou pas trop d'argent et qui ont quand même de la data qui peut être intéressante, c'est ça qu'adresse en fait votre produit, plutôt. Exactement. Puis en fait, je pense même que c'est plus que 80% parce que Ouais, c'est ça, aujourd'hui. c'est peut-être 90-10 ou 95-5%. 99, Ouais, 90, c'est même pas 1-2% c'est ça. des joueurs qui deviennent professionnels et encore moins pour les grandes stars du foot mondial. Mais effectivement, puis en fait, ça permet même au niveau du recrutement d'avoir une idée qui est plus cohérente. Donc aujourd'hui, un exemple que je donne souvent, c'est Zlatan Ibrahimovic qui se fait recruter au FC Barcelone, qui ne correspond clairement pas à la culture du club. Parfois, on a aussi des joueurs qui se font recruter qui ne correspondent pas à la mentalité de jeu, en fait, à la manière dont un club veut jouer.
Et si on avait autant de data qu'on peut avoir aujourd'hui, ce type de recrutement-là ne serait pas fait. Donc, on peut aller loin. Ouais, On exact. peut aller très très loin en fait avec la data. Mais en fait, on peut aller partout. Et quand vous utilisez la computer vision, c'est pour voir le terrain au global. Mais est-ce que vous pouvez avoir des... Enfin, en fait, je réfléchis plutôt à revers. Quand on a une information avec le dossard, est-ce qu'ils peuvent voir les interactions entre les joueurs? Ouais, exactement. Ça, ils peuvent. Mais toi, tu Exactement. le feras sûrement mieux si tu as une vision globale du terrain entre l'équipe adverse, enfin les deux équipes finalement, non? Exact. En fait, nous, pour tout ce qui est computer vision et avoir une vue sur le terrain, on utilise des caméras automatiques. Ouais. Donc, pour nommer que VO, c'est une caméra qui se place au milieu du terrain et qui a une vue 180 degrés sur le terrain. Ok. Donc, la caméra en tant que telle suit le jeu. Au niveau du front-end, elle suit le jeu, mais derrière, on peut avoir la vue panoramique et avoir Ok. une vue globale de Ok. tout ce qui se passe sur le En terrain permanence. en permanence. Ouais. Exactement. Donc, nous, on utilise cette vue-là pour nos Ok. clients actuels. Parce que Et après, avec des algos de segmentation et de computer vision traditionnels, quoi. Exactement. De suivi d'images, vidéos, Exactement. qui existent aujourd'hui et qui sont de plus en plus poussés d'ailleurs. Exact. Mais aujourd'hui, C'est exactement ce que vous suivez vraiment, c'est le ballon quand on est 22 sur Et un les terrain. joueurs. Non, les joueurs. C'est tous les joueurs. Ah Ok. ouais. Ouais, Ouais, exactement. les joueurs. Parce que les données sont autant collectives qu'individuelles. Ah, les Ah, joueurs. ok. Ouais. Il faut imaginer un peu comme si tu avais une image avec le jeu de la vie là, de Conway où en fait tu as plein de Exactement. petits trucs dans tous les sens et puis Exact. un ballon au milieu et puis qui va à tel point, tel point, tel point, ça s'arrête, ça redémarre. Donc en fait c'est quelque chose de complètement vivant et une structure qu'en fait tu analyses et que tu peux analyser après. C'est comme toutes les séries temporelles avec un degré, une atomicité la plus petite possible, la plus grande. Faire macro, micro, tu peux pas avoir les mêmes déductions en fonction du grainage que tu vas utiliser. Et ouais, c'est passionnant. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, parfois, ton équipe va bien jouer. Et par exemple, tu vas perdre 3-0. Mais Ouais. l'entraîneur aura l'impression qu'ils ont bien joué. Et puis là, après ça, il va voir les datas collectives et ça se passe quand même assez bien. Et là, quand il prend les données individuelles, et là, il se rend compte qu'en fait, je sais pas. Je donne un exemple. Ils ont pêché à la finition, par exemple. Ok. Ou c'était lors de la dernière passe. Mais parfois, c'est difficile à voir en live. Ouais, je comprends. Et sortir les données par la suite et faire cette segmentation, comme tu viens de le mentionner, c'est exactement ça qui permet à un entraîneur de cibler les problèmes et de travailler dessus. Et on a un grand problème au niveau du sport, c'est que, en tout cas, surtout au niveau de la formation, 2 entraîneurs pour 22 joueurs. Ouais. Sur toute une année, on a des séances, je sais pas moi, 5, 6, 7 séances par semaine. Il n'y a pas assez de feedback qui sont donnés aux joueurs. Ouais. Donc la data permet de combler encore une fois un trou qui est énorme au niveau feedback. À l'école, un professeur va nous corriger peut-être 2-3 fois par jour. Ouais. Parfois, un joueur de foot, il va passer des semaines sans qu'un entraîneur le corrige parce que manque de main-d'œuvre, manque de temps. Il va se concentrer sur une problématique qui est la défense et lui joue en attaque. Donc, il y a un grand manque au niveau de la formation. Il y a des caractères, enfin, tout le monde n'est pas pareil, il n'y a pas les mêmes relations entre les joueurs et les entraîneurs. Là, tu viens de toucher autre chose. En fait, ça vient retirer cette confrontation qu'il peut avoir entre le staff et les joueurs. C'est plus objectif. C'est plus objectif. Et puis même, en fait, tous les joueurs de foot, surtout les hommes, les femmes un peu moins, se pensent meilleurs que ce qu'ils sont réellement. Ah, ok. Et lorsqu'un entraîneur va venir les confronter par rapport à leur performance, l'ego rentre en jeu. Alors que quand il y a la data, je peux tout simplement te montrer ta data et te dire, mec, t'as été nul, quoi. Ça, et voici les stats. Mais c'est le rôle de la data de façon générale, c'est de prendre toute l'information. Et j'avais une dernière question pour bien comprendre. À la fin d'un match, vous fournissez aux deux équipes la même information ou peut-être, on touche à un sujet un peu particulier. Mais... Non, en fait, on est très transparent à ce niveau-là. En fait, nous, lorsqu'un client prend nos services, il peut les prendre pour les deux équipes. Donc, s'il joue un match, l'équipe A et l'équipe B est analysée. Mais nous, en fait, on fournit les datas aux clients qui payent. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on est sur des compétitions, par exemple, on vient de faire le championnat canadien des jeunes à Edmonton. Donc, c'était les meilleurs clubs U15 et U17, garçons et filles. Donc là, on couvrait tout l'événement. On a sorti toutes les datas de toutes les équipes et elles étaient open source à toutes les équipes. Donc, si toi, tu joues avec, je prends l'exemple de AS Laval, tu pouvais quand même aller voir les datas des autres équipes. Oui, effectivement. Ce qui est super intéressant parce qu'en fait, c'est aussi un mouvement open data qui est très intéressant. En fait, et tu as tout le mouvement open source, open data. Exact. Parce qu'aujourd'hui, tu as 2 façons de traiter la data, comme 2 façons de créer les softwares. Open source, fermé. Exact. Open data, data fermée.
Et finalement, le côté open data, tu l'ouvres, donc du coup, plein de gens peuvent le réutiliser et du coup itérer, en tirer, inférer des patterns, des logiques et des choses et en le rendre finalement, le re-rendre à la communauté. Alors qu'en fait, quand tu fermes tout, en fait, c'est juste pour toi, ton bien à toi, et puis tu thésaurises ta data et t'en tires les informations, mais personne ne peut jouer avec après. Je pense que ce cas de figure est intéressant lorsqu'on est vraiment à du très 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 haut niveau. La NBA doit garder par exemple ses datas. Ouais, certaines sont. Les Américains sont très ouverts Ah ouais? à partager un certain nombre, Ok. contrairement à l'Europe, ça je l'ai remarqué assez rapidement. Ah, Ouais, c'est marrant, tu vois, Je penserais l'inverse. c'est contre-intuitif presque. Finalement. Non, tu sais, par exemple, au foot, vous pouvez aller voir le site FBref et il y a énormément de data qui sont offertes gratuitement. Tous nos clients en Amérique du Nord, ils n'ont aucun problème à partager pour la plupart. Alors qu'en Europe, ils sont un peu plus friands à savoir. Juste un exemple très concret, notre plateforme, elle peut être consommée autant par les entraîneurs que par les joueurs au sein d'une même équipe. Okay. Je dirais peut-être à 80-95% de nos clients en Amérique du Nord n'ont pas de problème à donner les datas à leurs propres joueurs. Alors qu'en Europe, l'entraîneur, la plupart du temps, ils veulent pas. Ils ont peur que en fait, le joueur utilise la data pour aller se chercher un autre club. Ah ouais. Je pensais pas du tout ça. Qui puisse l'utiliser en fait pour se faire sa propre idée de sa performance. Donc en fait, j'ai entendu des arguments qui sont valables. Mais tu sais à quoi ça me fait penser tout de suite? À la différence que tu peux avoir en Europe et aux États-Unis entre je partage mon salaire aussi, les informations de mon salaire. Tu vois, en France ou en Europe, partager son salaire, c'est pas évident. C'est un peu tabou, tu vois. Effectivement. Aux US, ils sont décomplexés par rapport à ça. L'argent, effectivement, c'est un exemple. On peut faire un parallèle assez intéressant. Quelqu'un qui fait de l'argent aux États-Unis va se vanter parce que c'est bien vu. Ouais. Mais... Et la data qu'ils ont, je sais que dans la NBA, dans la NFL, etc., ils sortent la data parce que la data aussi intéresse le public. Exact. Oui, de plus en plus. Parce qu'en fait, qui dit data, dit score, dit il y a des paris, donc on met de l'argent aussi dessus. Exact. Par contre, je vais faire un parallèle. Les gens qui voient la vidéo, vous voyez que j'étais en train de tapoter, je n'étais pas en train de encore faire du code, mais tout ça, ça me donne un parallèle qui est super bien avec ce film qui s'appelait Le Stratège, avec Brad Pitt, sur ce... Moneyball. Oh, ouais. Le baseball. Ouais. Exact. En fait, c'est exactement ça. En fait, c'est le démarrage de la data. Je sais pas si tu l'as vu, Thomas. En fait, c'est un film où c'est un ancien joueur de baseball qui est joué par Brad Pitt et qui devient entraîneur d'une équipe, pas une mauvaise équipe, une équipe un peu genre un peu middle classement et qui a plutôt tendance à descendre en fait dans les classements. Et lui, il dit, moi, je vais me baser sur la data uniquement. Et c'est le premier, c'est une histoire vraie, c'est le premier à avoir mis en place un côté OKR, data, strict data, et être capable de dire non mais moi ce joueur, peut-être que tout le monde en parle, etc., mais c'est pas lui que je veux. Moi je veux celui-là, et me demandez pas pourquoi, j'ai mes datas, je sais pourquoi je le veux. Exactement. Et en fait à la fin, petit à petit, il a grappillé, il est monté et son équipe est devenue la meilleure. Je me souviens plus de quelle équipe, mais ça me fait vraiment penser à ça en fait. C'est une référence qui revient assez souvent, puis il y a un club anglais, je ne veux pas dire de bêtises, est-ce que c'est Brentford qui base son recrutement uniquement sur la data. Donc on commence de plus en plus à le voir. J'ai rencontré l'agent de LeBron James il y a quelques mois à Boston et je lui ai posé la question en fait, est-ce que tu négocies les contrats de LeBron avec la data? Il me dit moi je touche pas à ça. Mais c'est une superstar, c'est ça le truc. Mais moi je pense en fait qu'il faut l'utiliser à toutes les sauces parce qu'en fait les gens sont pas bêtes, ils vont mettre leur argent là où il y a un retour. Donc si un joueur d'une telle ampleur, et je me suis pas gêné pour lui dire, je pense que tu fais une erreur, c'est qu'en fait, et il a énormément de data pour prouver ce qu'il est. Et encore une fois, je me répète, mais c'est un joueur, un athlète, n'a pas une grande carrière, il pourra pas faire ça pendant 40 ans. C'est impossible. Donc il faut aller chercher au maximum et rentabiliser pendant qu'il peut jouer. Donc je pense de plus en plus d'équipes vont commencer à recruter, à se baser sur la data pour évaluer en fait tout ce qui se passe parce qu'on doit arrêter d'aller au feeling. Je suis entièrement... à mesure que le sport se star systémise et se professionnalise de partout, de partout, et ça devient, on l'a vu avec le Jeux Olympiques là, de Paris là, récemment, tout devient télévisuel, tout devient bankable. Et dans cette mesure-là, les résultats sportifs et la façon dont on gère les résultats sportifs,
qui avant était quand même beaucoup géré au feeling, à l'affect, donc à tout un tas de choses qui sont complètement abstraites et subjectives. Là, aujourd'hui, on veut mettre de la data et on veut mettre de la data partout dans le sport. On le voit, je ne sais pas si vous avez vu les retransmissions de la natation aux Jeux Olympiques, où tu vois des représentations 3D, où tu vois même l'accélération et tu vois la différence en mètres par seconde entre le premier et le second, à des timings qui sont jusqu'au millième de seconde. Donc aujourd'hui, on est dans le big data du sport, parce que ça rajoute du factuel et du concret, de l'objectif, sur quelque chose qui était encore géré un petit peu au feeling, on jette la pièce, au doigt mouillé ou à l'âge du capitaine, quoi. Non, c'est exactement ça. Et je vais donner un exemple, vu qu'on a un auditoire pas mal français. Revoyez le quart de finale de la Coupe du Monde 2006 entre la France et le Brésil. Donc effectivement, moi j'étais fan de la France à cette époque-là, mais le match finit 15-0. Et c'est un but sur un coup franc donc qui n'est pas dangereux à la base, c'est super éloigné, excentré. Zidane met un centre dans la boîte. Et on se dit jamais que ça va finir en but. Et revoyez les quelques secondes pendant que Zidane se place, on voit Roberto Carlos, mais vraiment mort. On est à peut-être la 55e ou la 60e minute du match. Et il est mort, il est en train de se tenir les genoux, il est fatigué. Et finalement, c'est lui qui est au marquage de Thierry Henry. Thierry Henry se retrouve tout seul dans la boîte et il met la balle au fond. Donc, on parle Cette information, on l'aurait eu. Si on l'avait eu, Roberto Carlos, c'est un pionnier de l'équipe 10 brésilienne. 10 minutes avant, le match il était plié. Exactement. Donc, c'est un pionnier. Peut-être qu'on n'ose pas le sortir à cause de son nom. Donc, si on avait la data, donc peut-être qu'il l'aurait sorti. L'entraîneur l'aurait sorti. Probablement. Je veux dire, il était vraiment cuit. Et c'est le seul but qui permet en fait à l'équipe de France de passer en demi-finale. Est-ce que vous connaissez les retombées d'un quart de finale versus une demi-finale en Coupe du Monde? Je sais pas. C'est énormément d'argent. Donc avoir de l'information pour prendre ce genre de décision, ça doit être fait. C'est ultra bankable. C'est incroyable. Est-ce que tu crois que ça va révolutionner la façon dont on gère les équipes de sport, finalement, même au-delà du foot, finalement? Parce que tous les sports ont leur propre métrique. Parce qu'en fait, là, on cherche... En fait, c'est un problème d'optimisation de fonction de coût, finalement. On cherche à optimiser la fonction qui va faire gagner. Un autre exemple, au basket. Au basket, à l'époque de Michael Jordan, les grands joueurs étaient reconnus pour leur qualité de monter au panier. Ouais. Donc, un bon joueur de basket à cette époque-là, c'était un joueur physique qui était capable d'aller rentrer et marquer beaucoup de 2 points. Steph Curry, aujourd'hui, ne rentre pas dans la raquette et tire que des 3 points. Et c'est en fait, il y a une autre vidéo sur YouTube, je ne sais pas si on pourra la ressortir, mais qui explique en fait, beaucoup d'équipes se sont concentrées sur la data, ils se sont rendus compte, en fait, la récompense versus le risque de rentrer dans la raquette, les blessures... était beaucoup plus forte que celle de tirer à 12 mètres en 3 points. En fait, on avait juste besoin... Je pense la stat qu'ils ont donnée, ils avaient juste besoin de marquer le 2/3 de leurs 3 points versus... Contre 100% de rentrer dans la raquette. De rentrer dans la raquette. Et là, avec les risques que ça comporte. Avec les risques que ça comporte. C'est énormément de blessures. Donc même un joueur comme Michael Jordan, il rentre dans la raquette, il y a des gens qui viennent que pour le frapper. Donc cette data... peut potentiellement, par renforcement de l'autre côté, venir changer aussi le sport. 100%, ça a changé le basket. Cette data a changé le basket. Un joueur comme Steph Curry... On se retrouve avec et tout le monde va prendre exemple sur les Steph Curry à tirer à 15 mètres, 20 mètres. Un Steph Curry, il y a 30 ans, n'aurait pas existé. Parce que c'est une machine. C'est une machine, mais un entraîneur ne l'aurait pas laissé tirer autant de 3 points parce que dans leur esprit... collectif de la NBA, il fallait rentrer dans la raquette. Exactement. Mais j'ai une question vis-à-vis de ça pour recentrer par rapport un peu à l'intelligence artificielle, c'est que avec tous ces outils-là, on augmente la quantité des données disponibles. Mais est-ce qu'on est capable de faire des choix à la seconde? Puisque par exemple, l'exemple de Roberto Carlos, il va pas bien, il se tient les genoux, on a les données. Ok, on les a même en temps réel. Mais est-ce que on nous conseillerait quelque chose en face? En fait, mon point, c'est la prédiction. Non, mais c'est sûr. C'est au-delà de la... Oui, honnêtement, moi, c'est sûr. Moi, je suis entraîneur, je le veux. Oui, mais depuis tout à l'heure, on augmente... Il y a beaucoup de données. On se rend compte qu'il y a des données qui peuvent être très utiles. Et là, c'est plus peut-être de la business analyse. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces données? Comment on peut la visualiser? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de prédire des meilleures situations au vu des données disponibles? Ok, Roberto, il n'est pas bien. Qui on te conseille?
Ah bah oui, ça devient de la prédiction. Ça vient de la BI pure avec des modèles de données, avec le modèle de ton équipe, tu as combien d'attaquants, de défenseurs. Quelle est la situation? Est-ce qu'on est en train de gagner? Est-ce qu'on est en train de perdre? Est-ce que, ok, Roberto Carlos est fatigué, mais est-ce que le ça, jeu... vous pouvez le faire, ça, vous, dans votre système ou pas encore? Alors, on veut le faire. C'est dans les cartons. C'est dans les cartons. Je voudrais, même si c'était prêt aujourd'hui, notre clientèle n'est pas nécessairement prête. Tu sais, c'est comme dire, je sais pas, moi, la voiture, elle est prête dans les années 30. Bah, ok, mais il n'y a pas de station-service, les gens sont pas prêts. Ou je vais prendre un autre exemple même. Ça me fait aussi un peu penser, il faut que les populations dans lesquelles on met ces types d'outils, qui sont finalement des aides à la décision, il ne faut pas que ça aille trop loin dans l'aide à la décision et que ça les dépossède de leur propre libre arbitre de choix. Par exemple, je prends l'exemple des logiciels médicaux, par exemple, va dire à un médecin, tiens, on vous conseille telle ou telle chose parce qu'on pense que vous avez peut-être tort et votre patient, il a peut-être ça. Et c'est touchy, en fait, pour les gens qui ont le savoir. Ouais, je pense au niveau de la médecine, c'est encore plus pire. Difficile parce que le médecin a quand même des responsabilités très grandes. Oui, tout à fait. On ne parle pas de la même chose. Ouais, effectivement. Mais je voulais juste prendre le parallèle sur quand est-ce qu'une population est prête à accueillir de la formation, ce système d'outils, en fait. Accompagnement au changement. Ouais, accompagnement au changement, tout à fait. Tout à fait. Je vous dirais, la curve d'adaptabilité d'une nouvelle technologie, elle est vraiment respectée dans ce cas de figure. C'est-à-dire, il y a un 5-10% qui veut consommer ce type de data assez rapidement. Il y a un 30-40% qui veut attendre de voir comment ça va se passer. Tu as quelques early adopters qui sont des geeks. Quoi. Mais alors, c'est quoi la feature, la feature préférée, la fonctionnalité préférée dans vos outils, par exemple? Celle que si tu la retires, la fonctionnalité, si tu la retires aux entraîneurs, il débarque chez toi, quoi. Une qui revient souvent, c'est la réaction à la perte de balle. Les gens veulent savoir. C'est une métrique qui est assez prisée, qui n'est pas disponible chez nos concurrents. Donc, on se démarque beaucoup par celle-là. En fait, c'est quand on perd le ballon, comment on se comporte. Et c'est une marque de fabrique chez toutes les grandes équipes. Toutes les grandes équipes qui réussissent ont une identité assez forte dans cette métrique-là. Et nous, on est capable de le faire. Après, c'est un focus purement business. Moi, je dis à Imran, il faut absolument qu'on l'ait le plus rapidement possible. Parce que toutes les autres datas de base, c'est disponible ailleurs. Mais je dirais notre clientèle aime beaucoup cet aspect-là. Et il y a aussi l'aspect de pouvoir avoir les séquences de jeu qui sont rattachées à toutes les datas. Donc, je donne un exemple. On donne la précision des passes, mais en fait, on est capable d'aller chercher le clip qui est associé à chaque passe assez rapidement. Donc, je dirais que c'est ça. Les deux qui reviennent le plus souvent, c'est ça. C'est-à-dire que si tu veux te concentrer sur un joueur, tu peux avoir un peu tous ces événements clés. Exactement. C'est ça la clé. C'est sauver du temps sur l'analyse et d'avoir des images le plus rapidement possible. Parce que je peux te dire, Thomas, t'as été nul hier, tes passes étaient pas bonnes, ou je peux te dire, t'as été super bon. Ok, mais est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux avoir un feedback? Est-ce que je peux avoir un rapport? Est-ce qu'on peut avoir du concret? Parce que je peux te dire que quand tu joues un match avec la fatigue, avec tout ce qui se passe, tu te rappelles pas de tout et tu serais incapable de me donner toutes tes séquences. C'est impossible. Bien sûr. Donc il faut que tu les revoies. Il faut que tu les revoies un jour ou 2 jours après. Et te dire, j'étais dans tel ou tel état. Exactement. Et je sais pourquoi, j'ai réagi comme ça, etc. Et est-ce que votre objectif, ça serait peut-être c'est une supposition, mais de pricer la valeur d'un joueur avec toutes ces actions-là? Puisque, justement, vu que tu parles de rôle amateur, c'est quand même des grands enjeux. Je pense que les gens, si on n'est pas bien accompagné par un match, j'en sais rien en vrai. J'en sais rien de ce domaine-là. Mais comment on se vend, tu vois, comment en tant que joueur, on se vend auprès d'un manager, auprès d'une équipe, quand on part de rien. C'est comme quand on arrive fin d'études. Pourquoi une personne qui vient de Polytechnique, elle vaudrait plus cher qu'une personne de la fac ou autre. D'autre part. Et là, en fait, tu as des vraies raisons qui disent je suis doué dans ça, je suis doué. Ça serait une feature qui serait possible de proposer? Alors, ce qu'on fait en parallèle de PlayLab, et ça, on l'offre qu'aux joueurs pro. Donc, on a quelques joueurs pro qu'on suit. À chaque année, on leur fait un rapport de performance. Super. Et on les compare avec des joueurs qui ont le même profil. Donc, on ne va pas les comparer avec des joueurs qui n'ont pas le même profil. Et on va aussi offrir une comparaison salariale. Et donc, quand ils arrivent en renégociation de contrat, leurs agents sont capables d'utiliser nos datas et nos rapports pour pouvoir négocier. Le plus souvent à la hausse. Et en fait, c'est que les premières fois qu'on l'a fait, les clubs étaient assez surpris.
parce que c'est quand même assez nouveau. Tu m'étonnes. Et il y a des facettes qui sont assez faciles à voir. Demain, tu signes un Cristiano Ronaldo, juste avec la revente de maillot, tu vas te refaire l'argent du transfert. Mais il y a d'autres joueurs où c'est pas aussi évident que ça. Où tu vas pas faire de l'argent en revente de maillot, mais il y a des aspects où ça va être des joueurs de l'ombre. Donc, certaines métriques qui vont ressortir. Donc, nous, c'est notre travail par la suite de les mettre en lumière et de prouver au club qui va le signer, voici ce qu'il vaut réellement. Ouais, tout à fait. Mais moi, je pense aussi, par exemple, à des jeunes de 17, 18 ans qui leurs parents peut-être n'ont pas fait d'études ou ce genre de choses. Ils passent par un agent et en fait, il n'y a pas de transparence. On ne sait pas ce que l'agent prend par rapport au joueur. Et là, le fait d'être transparent et de dire ce joueur, tu vaux tant par rapport à tes confrères ou quoi que ce soit, je trouve que c'est assez noble et ça permet vraiment de les aider dans leur première expérience aussi. En fait, surtout, ça va aider les agents à mieux négocier. Ouais. C'est pas le rôle de l'agent de faire la data et de. Tout à fait. Le rôle de l'agent, c'est de vendre le joueur et de lui trouver des opportunités qui lui conviennent. Okay. Mais après, la data va venir supporter son travail et lui donner des arguments de vente, tout simplement. Et je pense qu'un jour, les agents vont vouloir s'orienter là-dessus parce que. Je suis presque en train d'aller un petit peu plus loin, mais je suis pas sûr qu'en fait, dans le monde que tu décris dans quelques années, il y a encore besoin d'agents. Parce qu'en fait, un joueur, c'est un asset. Ouais, tout à fait. Je suis en train de réfléchir à un système où les agents... Je regarde le système de publicité online. Tu vois, tout est fait automatiquement avec des places de marché automatiques, des enchères. Et en fait, ça bide sur les publicités pour avoir le meilleur prix, le meilleur affiche en taux de conversion, machin, etc. Ouais. Mais si tu réfléchis à la même chose, en fait, parce que je sais pas pourquoi je réfléchis à un joueur de foot comme une bannière de pub, mais en fait, avant, les joueurs de foot, je te rappelle qu'en fait, il y avait des images Panini. Ouais, exact. Mais en fait, derrière ça, en fait, si tu as toute la data du joueur, automatiquement, standardisé, avec un protocole, etc., infaillible, infalsifiable. Derrière, en fait, tu peux avoir un système de bidding et de vente aux enchères complètement automatique qui fasse qu'en fait, tout le marché s'autorégule comme une sorte de marché libre, de bourse, de choses comme ça, tu vois. Les agents, pas... Il y a, effectivement, malheureusement, il y a place à beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, on a vu des joueurs se vendre à des sommes faramineuses, à des 200 000 Neymar, je pense, 220 millions d'euros. Et je ne dis pas qu'il ne les vaut pas, parce que clairement, il ramène beaucoup plus à son club. Mais effectivement, il y aurait intérêt à régulariser tout ça. Bon, après, qui suis-je pour leur dire où dépenser leur argent? Mais au moins, ça va aider à mettre en lumière les joueurs qu'ils méritent vraiment. Et vous c'est ça aussi. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est de mettre en avant les métriques et la valeur d'un joueur sur ses qualités sportives plutôt que sur sa notoriété. Sur la notoriété, son pays d'origine. Samuel Eto'o en a parlé récemment dans une entrevue. Il a dit un joueur africain à compétence égale va être acheté moins cher par un club européen qu'un joueur sud-américain parce qu'il profite de la notoriété de son pays. Un joueur qui sort d'une favela brésilienne, de São Paulo, de Flamengo ou autre, à compétence égale avec un joueur africain, va se vendre peut-être 10 fois plus cher. Pour le storytelling, c'est ça? En fait, c'est la notoriété qu'ils ont, c'est le nombre de joueurs qui sortent. C'est, excuse-moi, c'est aussi c'est une sorte de discrimination. Oui. Et c'est comme si je te dis, c'est un argument de vente indirectement. Le joueur que tu vas acheter d'un pays, en fait, ils ont tellement une grande réputation. Tu vas te sentir plus safe à mettre des millions d'euros que, je donne un exemple, le Maroc ou le Sénégal ou l'Égypte qui font bien dans les dernières années, mais pas aussi bien que le Brésil depuis... Mais j'entends complètement ce que tu dis. Mais ça, c'est aussi un effet de biais des data et du big data qui fait que c'est une logique de boucle de rétroaction négative et c'est une logique d'enfermement dans une bulle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure... Parce que, évidemment, si les algorithmes, et tout le monde pense qu'il faut plutôt embaucher des Sud-Américains plutôt que des Africains, parce que d'habitude, ils sont meilleurs, forcément, tu vas plus en embaucher et tu vas avoir les meilleurs. Tu renforces ta boucle de rétroaction négative. Donc, en fait, la data pourrait venir en fait, pour réguler un peu et permettre à ceux qui n'étaient pas forcément tout le temps sélectionnés d'être sélectionnés sur des meilleurs critères, des meilleures métriques et plus simplement sur la simple aura... d'une histoire passée qui renforcerait les biais. Exactement. Et un autre aspect, c'est par exemple l'élection du Ballon d'Or. Là, je sais que c'est France Football qui le fait, mais
Le seul joueur... Non, mais ça, c'est juste acheté. C'est une blague. Mais c'est comme Miss France ou... Enfin, non, je sais pas. Je pense qu'en fait, on aurait intérêt à mettre de la data là-dedans parce que je peux pas croire que Georges Weah, c'est le seul joueur africain qui aurait mérité un ballon d'or. Ça, c'est selon moi. Et j'espère en tout cas que dans les années à venir, il y aura une ouverture du marché. Parce qu'en fait, il y a énormément de talent, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, lorsqu'on compare le nombre de joueurs africains qui pourraient avoir leur place en Europe, c'est vraiment dérisoire. Il y a beaucoup de choses. Et je me demande... En fait, moi, je reste toujours à ce point de... Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle, c'est vraiment utile pour ce genre de choses? Est-ce que les datas à elles-mêmes ne sont pas suffisantes? Ça, c'est un peu philosophique sur ce point, mais en fait, on se rend compte qu'il y a déjà une première évolution qui est faramineuse, c'est accumuler les données dans ce domaine-là. Alors, c'est là où l'IA va venir frapper fort. En fait, c'est beaucoup des datas dans le foot aujourd'hui sont récupérées de manière manuelle. Donc, c'est des gens qui regardent le match et qui les taguent à l'aide de logiciels. Mais en fait, l'intelligence artificielle va venir faire des parallèles énormes avec ces datas qui sont récupérées et ça va nous permettre de les avoir beaucoup plus rapidement et dans un volume beaucoup plus gros. Donc, comme je l'ai dit, en fait, c'est que le fossé entre le monde professionnel et formateur semi-professionnel est énorme. Donc, c'est là où, en fait, on vient donner du pouvoir à des gens qui n'avaient pas la visibilité d'être vus ou des nations de pouvoir progresser plus rapidement grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il y a une sorte de rôle social aussi, quelque part, de mise à disposition d'outils et de technologies qui n'étaient pas possibles pour des gens qui n'avaient pas le budget, très clairement, qui étaient en dehors du tout petit cercle de 1% des gens ultra pro, ultra riches, et de le mettre à disposition du plus grand nombre. Exact. Un exemple banal. On a signé un partenariat avec Soccer Québec, et l'un de nos mandats à travers ce partenariat, c'est d'analyser un certain nombre de matchs dans leur plus gros événement de recrutement de jeunes joueurs de 14 ans, qui s'appelle le tournoi des sélections régionales. Moi, j'y ai participé 2 fois. Et en fait, c'est un tournoi énorme. Il y a 80 équipes. C'est toutes les régions du Québec qui sont présentes. C'est trop. C'est énorme. Et je vous dirais, il y a peut-être entre 5 à 10 recruteurs de la fédération. Ils ont beaucoup de joueurs à voir. Et souvent, en fait... Ça passe dans les mailles du filet, les meilleurs. En fait, c'est qu'un joueur qui vient, par exemple, du nord du Québec, là où historiquement, il n'y a pas énormément de joueurs qui sortent de cette région-là, peut-être qu'on va en manquer un. Il a beaucoup moins de chances d'y arriver. Ouais, bien sûr. Juste statistiquement parlant. Donc, aujourd'hui, tous les matchs sont filmés. Et nous, on les analyse. On analyse un certain nombre. Donc, ça permet... Donc, même l'outsider, finalement, peut ressortir du lot. Exactement. Il peut avoir la chance parce que nous, en fait, on fait un... Parce qu'on le voit. On le voit. Alors qu'en fait, on ne le voyait pas avant. Exact. Peut-être on allait le manquer parce qu'en fait, avant, à mon époque, si le recruteur ne te voyait pas pendant le match, bonne chance. Ou si ton entraîneur ne jugeait pas que tu étais assez bon, alors que pour la fédération, peut-être qu'il avait les qualités. Donc, ça pouvait on pouvait passer entre les mailles du filet assez facilement. Donc nous, aujourd'hui, on analyse tous les joueurs qui passent. On fait des classements entre les joueurs. On analyse leurs performances. Donc ça permet d'éviter ces biais-là et de perdre des opportunités. Est-ce que tu as repassé tes anciens matchs en vidéo dans tes outils? Alors moi, c'est une question. La vidéo, ça a commencé très tard dans ma jeune carrière de joueur. Moi, je pense que les premières vidéos que j'ai eues, c'était en équipe nationale de jeunes. C'était en 2010. C'était la première fois que je me voyais en vidéo. J'avais 15 ans. Donc vous utilisez des outils, je passe du coq à l'âne, des outils open source ou des... Parce que je connais un framework qui s'appelle RoboFlow, qui est pas mal au niveau computer vision. Je vois Thomas qui dit ouais. Donc j'ai dit quelque chose de pas trop débile. Mais non, ça a l'air d'être un bon framework assez utilisé et tout ça. Vous utilisez quoi? Des outils maison, des outils open source, des outils... Alors, c'est assez difficile d'utiliser du open source dans le sport. Pourquoi? Parce que, on va dire, les gens ou les entreprises qui font des algorithmes de computer vision pour détecter les événements, détecter le ballon, il n'y en a pas énormément qui sont open source. Les seuls qui sont open source, ça va être certains qui sont faits dans des cadres académiques. Et dans notre cas de figure, en fait, le seul open source qu'on a utilisé, c'était pour détecter les joueurs au niveau des vidéos. Mais ensuite, pour la détection d'événements, il n'y avait rien de disponible. Ah ouais, donc tu es obligé de passer par des SDK et des API, des frameworks qui existent déjà ou de le coder vous-même? On le code nous-mêmes. Donc pour tout le reste, il est codé in-house. Et en fait, oui, le monde du sport est assez ouvert, mais au niveau des algorithmes de computer vision, c'est vraiment... Il y a de l'argent. Ouais, il y a énormément d'argent et en fait, il y a beaucoup de pays à avoir, donc la propriété intellectuelle.
à ce niveau-là. Il n'y en a pas encore assez qui sont développés. Je sais qu'on parlait en off de SEM3, c'est ça? SEM2? SEM2, ouais. SEM2. Donc, on est assez fort dans l'open source pour détecter des objets, détecter des personnes sur de la vidéo. Mais là où ça devient énormément complexe, c'est de détecter des événements qui se produisent. Donc, je donne un exemple. Si on a une caméra de sécurité qui est sur une rue puis qui est capable de détecter des gens, mais est-ce qu'on est capable de décrire ce qui se passe? Donc, si par exemple il y a une manifestation, mais est-ce que la computer vision pour moi, c'est un peu compliqué. Plus large. Exact. Plus complexe. Exact. Donc, c'est là où on est rendu en fait dans le sport. On est capable de détecter les joueurs, détecter le ballon, avoir un positionnement plus ou moins précis. Mais pour détecter l'événement qui se produit à l'intérieur d'un intervalle de frame, là, ça devient un peu plus complexe. Détecter un centre, par exemple. Voilà, un centre versus une passe. Ouais. Pas simple. Pas simple. Une touche. Donc, il y avait Amazon, il y a 1 an et demi, ils avaient lancé un concours pour des académiciens, donc de pouvoir faire un algorithme qui détecte les touches au foot. Donc, les touches à la main. Donc, ça paraît banal pour un humain, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident pour une IA de détecter. Donc, le ballon sort du jeu, donc il faut qu'il re-rentre. C'est à travers une touche, donc ça, il faut pouvoir le détecter. On est bon pour détecter les buts, parce que le ballon rentre dans les cages et l'action recommence au centre, mais il y a certains événements qui sont difficiles. Un coup franc direct, c'est un coup franc indirect, un hors-jeu. Est-ce que c'est une faute grave, un carton jaune, un carton rouge? Donc, il y a pas mal d'événements à détecter qui... je dirais c'est ça les challenges aujourd'hui qu'on a. Ok, je sais pas où on en est au niveau de l'épisode, mais la dernière question, enfin la question du prochain invité de la saison précédente, c'était sur l'IA frugale. Non, j'ai rien compris. La question du prochain invité de la question précédente. Fin de la saison 1, il y avait Siam qui posait la question au futur invité de « Que penses-tu de l'IA frugale ?» Au vu de la discussion qu'on a eue, je pense que c'est un sujet qui est un peu compliqué à amener, mais peut-être qu'on peut changer un peu ce point-là, puisque aujourd'hui, vous prenez 90 minutes de vidéo pour un match de foot. C'est quand même beaucoup de data. J'imagine que ça doit être de très bonne qualité. Comment vous faites pour fournir des résultats limite en temps réel? Comment vous pouvez interagir avec une aussi grosse quantité de données par match? Alors, l'important, c'est d'avoir des serveurs à proximité des consommateurs. Donc, effectivement, il y a, pour tout ce qui est IA Frugal, que ce soit chez nous ou ChatGPT ou tous les gros bots, il y a quand même un aspect sociétal, environnemental à considérer au niveau de la conception. Donc, c'est un aspect très important et je pense qu'il faut l'avoir dans... Il faut considérer cet aspect-là parce qu'il y a énormément de consommation énergétique qui est liée au big data et il ne faut pas le perdre de vue. Donc, en fait, dans notre cas, nous, il y a une optimisation qui est faite pour faire de la... juste le mot en anglais, de la computation, donc à très petit régime. Donc, on n'avait pas besoin d'un serveur énorme pour pouvoir analyser le match tout d'un coup. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'à chaque 10 secondes, il y a un lancement de traitement qui est fait. C'est un plus grand nombre, mais le volume est réduit, ce qui fait en sorte qu'on réduit notre consommation énergétique. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Dans notre cas, nous, je ne pense pas qu'on est rendu à se poser des questions sur le big data parce qu'on a une clientèle qui est assez nichée. Mais effectivement, quand on grossit en volume, il faut considérer ces aspects-là. Et quand on a commencé à faire notre expansion en Europe et en Afrique, on a commencé à ouvrir des serveurs à proximité parce qu'on ne veut pas que les données traversent l'Atlantique. Ouais, effectivement. Donc, on sauve du temps, mais on sauve aussi énormément au point de vue énergétique. Donc, c'est un aspect qu'on considère et qu'au niveau de la conception, que ce soit chez nous ou ailleurs, je le répète, il faut considérer parce que c'est une empreinte écologique qui est quand même assez importante. Non, c'est un gros sujet. En plus, cette semaine ou la semaine dernière, il y a Alibaba qui a sorti un nouveau modèle de vision et il est capable d'analyser plus de 20 minutes de vidéo. Et donc, par nature, c'est-à-dire que maintenant, on va être amené à proposer plus de 20 minutes de vidéo à un modèle de vision. Et sur le long terme, c'est vraiment beaucoup de compute, en fait. Ouais. C'est bien d'un côté, ça a des risques de l'autre. Donc, c'est un gros sujet encore, donc à voir ce que ça va donner. Je pense que pour toute ressource, que ce soit énergétique, au niveau de l'eau, il faut un encadrement, ça c'est sûr. Et on est au début de l'IA. Et si je ne me trompe pas, est-ce que les big techs avaient arrêté à un certain moment leur développement pour pouvoir dresser
C'était arrivé l'année passée, je pense. Ils parlent d'énergie verte. Ils essaient de beaucoup remplacer par l'énergie verte. Ils ont parlé d'une pause, mais en fait, personne ça n'a pas eu lieu. pause. Ça n'a pas eu lieu, mais en fait, je pense qu'ils n'auront pas le choix parce que, je veux dire, des data centers, si vous en avez jamais vu en vrai, c'est énorme. Ça consomme énormément, ça produit énormément de chaleur. L'un de mes cours à l'université, d'ailleurs, c'était comment on pouvait réutiliser cette énergie-là. Je sais pas, mettre des data centers à côté de boîtes qui ont besoin de beaucoup de chaleur, puis qu'en fait, on peut les retransmettre. Donc, il y a un transfert d'énergie assez important. Donc, je pense que la société de demain devra se baser là-dessus, puis être assez proactif. Donc, de pouvoir trouver des solutions à ce niveau. Les solutions sont là. Je pense même la société d'aujourd'hui. Hein. Je pense que les questions, c'est à nous. Je pense que c'est à nous de nous les poser, ces questions-là. Mais tu vois, tu lis by design déjà d'y réfléchir et de ne pas mettre des serveurs à l'autre bout de la planète pour aller servir des clients qui seraient de l'autre côté. Donc ça, c'est important. Après, les algos s'optimisent aussi. Donc je pense qu'il faut aussi y penser. Ça, je pense que les boîtes y pensent de toute façon, parce qu'un algo qui roule plus que ce qu'il devrait être va juste coûter plus cher, tout simplement. Donc ça, je pense que de par leur nature, les boîtes vont vouloir optimiser au maximum. Mais là où je pense qu'il faut faire vraiment attention, c'est le coût énergétique. Je donne un exemple au Québec où l'énergie électrique ne coûte pas si cher que ça comparé à l'Europe. On est moins porté à se poser la question, mais il faut quand même avoir un aspect sociétal, environnemental, où on se dit, ok, c'est pas parce qu'on a la chance d'avoir de l'électricité moins chère qu'il faut le consommer n'importe comment. Et justement, toi, est-ce que tu as une question que tu aimerais poser à notre prochain invité? Est-ce qu'on sait c'est qui, le prochain invité? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ça la blague. Qu'est-ce que tu aimerais entendre la prochaine fois sur quel sujet tu aimerais chatouiller quelqu'un? En fait, c'est... On riait souvent. Mes collègues de classe vont aussi, ils vont s'en rappeler, les cours d'éthique. Éthique de l'ingénieur. Sur le coup, on se dit, c'est vraiment lourd et inutile. Mais en revoyant aujourd'hui, en fait, c'est vraiment un aspect important. Donc, quelles sont les responsabilités éthiques de concepteurs, des développeurs de l'intelligence artificielle? Je laisse la personne... Vous avez 4 heures. Exactement. Elle est très bien, elle est très très bien. Parce que souvent, on ne se pose pas la question. Elle est très très bien, d'autant plus que je vais faire un parallèle. Le All-In Event, qui est un événement AI à Montréal, et qui fait que je suis aujourd'hui à Montréal pour y participer. Il était aussi beaucoup question d'éthique et de responsabilité et de construire une IA avec des valeurs et avec des considérations, etc. Donc, en plein dans le mille. Au niveau de l'actualité. Sujet brûlant. Je vais laisser la personne patiner, comme on dit en bon québécois. Écoute, super, très très intéressant. Merci beaucoup, Tariq, d'avoir été avec nous parler de ça. C'est un sujet qui est vraiment vraiment passionnant. Et merci Thomas d'être avec nous. Merci Tariq, merci Pierre. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir regardés ou écoutés. À la prochaine. Ciao.